dernières années dans le champ littéraire québécois d'auteurs traitant dans leurs écrits de la région en langue vernaculaire a amené Benoît Melançon à regrouper ses écrivains sous la bannière de ce qu'il a nommé de manière un peu désinvolte dans son blog L'Oreille tendue le 19 mai 2012, l'école de la Chensa. Samuel Archibald, auteur d'Arvida et associé depuis les débuts à cette école non formellement constituée, définit plutôt cette tendance littéraire de néo-terroir, alors que Francis Langevin parle quant à lui d'un néo-régionalisme. Il conviendra donc de dire en parenthèse que l'étiquette littéraire pour discourir de cette littérature n'est pas ce jour fixée. Nous postulerons tout de même que le néo-terroir, pour nommer ainsi les publications contemporaines québécoises d'auteurs traitant la langue vernaculaire de la région, donne voix, sous la forme écrite, à l'orature. Issu de la culture populaire, l'orature serait, selon la définition que nous en donne Bertrand Bergeron, l'ensemble des manifestations orales transmises de bouche à oreille qui s'expriment sous la forme libre, semi-contrôlée ou contrôlée, de mythes, de légendes, de contes, de chansons, de dictons, de proverbes, de devinettes, de comptines, de formulettes et de virlandes. Or, l'une des caractéristiques fondamentales du néo-terroir, selon l'ensemble de la critique littéraire ayant traité de la question, serait la représentation dans les publications des écrivains qui en font la pratique de l'imaginaire collectif du territoire dont il est question. À ce sujet, Samuel Archibald affirmait en 2015 dans la revue Québec français: « Je pense qu'il existe bel et bien quelque chose comme un régionalisme second qui, loin de prêcher une idéologie de conservation renouvelée, militerait tout simplement et surtout par l'exemple pour l'existence d'une littérature des régions libre dans sa forme. À mon sens, cette attitude-là naît avec Hervé Bouchard. L'œuvre d'Hervé rappelle à chaque page que la littérature est possible en région, depuis les régions et en parlant des régions. » En effet, Hervé Bouchard, d'abord connu de la sphère littéraire québécoise pour son second roman, Parents et amis sont invités à IST, paru chez Les Cartaniers en 2006, aurait initié en 2002, avec son premier roman, Mailloux, Histoire de novembre et de juin, ce lyrisme tellurique, contemporain, caractéristique des écrits associés au néo-terroir. Cependant, nous constatons que la poétique de l'écrivain Hervé Bouchard se distingue de certains auteurs associés au néo-terroir, entre autres par la teneur grotesque qui parcourt avec insistance toutes ses œuvres. Son conte, Le Père sauvage, paru en 2006, dont il sera question dans notre communication, témoigne de cette notion centrale du carnavalesque. Associé au bas corporel et par extension au bas hiérarchique, l'expression du grotesque dans le corps textuel manifeste en soi un désir de renversement et de déplacement dans le champ littéraire. Nous démontrerons donc comment le conte d'Hervé Bouchard, présenté comme, je cite, « supplément au petit répertoire jonquiérois des histoires du derrière », s'inscrit dans une tradition littéraire grotesque, issue de la culture populaire en général, mais plus précisément ici de la région du Saguenay, tout en s'offrant aussi comme une manifestation littéraire contemporaine, traduite de manière diégétique dans Le Père sauvage par les deux pôles antagonistes de la tradition et de la modernité, articulant le conte, tous deux éléments centraux de publication associés au néo-terroir. Nous débuterons donc notre communication par un bref résumé du conte d'Hervé Bouchard qui nous permettra de bien saisir la présence dans le texte des enjeux que nous souhaitons souligner. Ensuite, nous montrerons comment le grotesque se manifeste dans le conte en accordant une importance à deux caractéristiques constitutives de cette notion selon Michael Bakhtin, soit la langue grossière et la représentation de joyeux épouvantails. Enfin, nous verrons comment le personnage éponyme du conte de Bouchard s'offre comme une analogie de la modernité, apportant avec cette figure une tension dans le conte entre, pour reprendre le titre de ce panel, le folklore et la modernité. Nous dirons d'entrée de jeu que le conte Le Père sauvage respecte la structure traditionnelle du genre où la situation initiale fait état d'un sentier permettant de rejoindre la grande route que l'habitude avait tapée et que même la neige fraîchement tombée ne cachait jamais longtemps. L'élément qui vient déclencher la suite des péripéties du conte est l'aménagement de la propriété du Père sauvage où passait ce sentier et le sans-gêne des passants qui avaient repris l'habitude de passer chez lui son asphalte à peine refroidi. S'ensuit l'élaboration par le Père sauvage d'une suite de solutions les plus cruelles que créatives. Une machine à boulets explosifs faite de craie,
une simple pancarte, une clôture de barbelés électrifiée, un grand pantin effrayant conçu par son petit voisin Jacques Mailloux, une haie d'aubépine, une carabine, un enrochement qui boucherait l'accès au sentier, et finalement, un vrai méchant chien, avec de la bave et des crocs, et des grognements de haine et des jappements sans fin et des griffes de fer, un vrai sale animal qui était sur pattes au bout du chemin. La mission du personnage éponyme se résume à cette affirmation du père sauvage. L'affaire, c'est que je souhaite décourager par la force les passants de passer chez moi. Le conte se termine par une fin ouverte où le personnage ne trouve pas de solution à son problème. Cependant, le narrateur nous le présente tel une menace potentielle en terminant sur cette formule « Imaginez le père sauvage, il pense très fort. Imaginez le père sauvage, il prépare quelque chose. » La fin nous suggère donc de considérer le père sauvage tel la solution en soi à son problème initial. En effet, le personnage principal se trouve en quelque sorte livré à deux rôles dans le conte. D'un côté, il nous est représenté comme la victime, celui qui vit les péripéties en ayant en vue la résolution de son problème. Mais de l'autre, il est aussi paradoxalement dépeint comme le monstre de la morale du conte, celui dont on doit se méfier, tel un abominable homme des neiges, par exemple. En ce sens, nous voyons dans le personnage éponyme du conte, le père sauvage d'Hervé Bouchard, la représentation d'un joyeux épouvantail tel que l'entend Michael Bakhtin dans ses travaux portant sur le carnavalesque. Le grotesque constitue une notion centrale de l'esprit du carnaval selon le théoricien, et la représentation dans les textes littéraires peut entre autres être manifestée par l'entremise de joyeux épouvantails, étant essentiellement des figures vouées à faire peur au lieu de quoi elles font rire. À cet effet, nous remarquons que la psychologie du père sauvage est bien exposée dans le conte de Bouchard. Plus qu'un simple rôle à accomplir, le père sauvage nous est présenté de l'intérieur. Nous voyons dans cette exposition l'expression d'un réalisme grotesque cherchant à montrer l'intériorité du personnage, en exposant un corps grotesque, affichant à la fois les mouvements du corps et de la pensée. Les sentiments du père sauvage nous sont livrés par le narrateur, qui par ailleurs les ironise à souhait. Le narrateur construit dans l'esprit du lecteur le personnage principal, tel un joyeux épouvantail, en peignant ses volontés cruelles, voire mortifères, tout en le discréditant à plusieurs reprises dans le récit, ce qui conduit à l'ironie et à rendre ridiculement sympathique ce voisin furieux. Attardons-nous un instant à cet extrait qui survient dans le conte immédiatement après l'annonce de l'élément déclencheur, c'est-à-dire l'emménagement du personnage principal dans sa nouvelle demeure et la persistance des passants à traverser son entrée pour rejoindre le sentier. Il se lança dans une réflexion stratégique en salant ses frites luisantes dont les coins roussis s'achevaient en pointe de pique. Il avait les doigts de l'autre main occupés à traquer dans sa bouche une arête qu'il coinça de sa langue au creux de la gencive au bas de la joue, puis qu'il extirpa enfin en la pinçant. Il eut du mal à s'en défaire, elle échoua pendue au rebord de l'assiette comme un pagailleur malchanceux accroché à son canot renversé. Cet exemple contribue à présenter le père sauvage de manière grotesque par l'évocation d'une hiérarchie corporellement inversée qui concourt à miner auprès du lecteur le pouvoir d'action du personnage. Bakhtin, dans sa démonstration du grotesque à partir de l'œuvre de Rabelais, parle d'un aspect topographique essentiel de la hiérarchie corporelle inversée, le bas venant occuper la place du haut. La réflexion stratégique du père sauvage dans cet extrait nous est de fait topographiquement présentée comme inversée. En effet, au lieu de nous décrire les pensées du père sauvage liées à ses stratégies et à l'élaboration d'un plan permettant de trouver une solution à son problème, le narrateur focus notre attention sur son repas, le présentant de surcroît en presque vaincu face à une arête de poisson. De plus, la manière dont il formulait sa quête un peu plus loin, dans ce même passage, semble traduire le fait qu'elle soit vouée à l'échec. Tout l'air dans la maison gorgé du gras de cette question. Comment empêcher un passant de passer? Comment faire cesser les passants de passer, pardon. En effet, comment pouvoir empêcher un passant de passer alors qu'en soi, un passant se définit par l'action de passer?
la formulation accentuant l'absurdité de la quête du père sauvage. La figure du joyeux épouvantail que nous voyons dans le personnage principal est aussi construite par les éléments contradictoires auxquels le narrateur rapproche celui-ci. Dans un premier temps, le narrateur affirme que le père sauvage est tel un chien prêt à bondir, traduisant l'idée qu'il soit effrayant, voire menaçant. Cependant, quelques lignes plus loin, il nous est dépeint comme tout à fait inoffensif. Il faut imaginer les nuits du père sauvage dans sa nouvelle demeure. Il ne dort pas, il est étendu comme un bâton de céleri sur une planche. L'écart entre les deux comparants contribue à rendre beaucoup moins crédible la menace qui semblait contenue dans le premier rapprochement, de même que dans celle qu'évoque la fin du conte. Le personnage apparaît ainsi être plus ridicule que menaçant, la teneur grotesque étant doublement soulignée par la comparaison alimentaire et donc l'inhabilité du personnage à pouvoir agir pour modifier les choses. Le récit oppose le père sauvage au personnage secondaire, l'anglais, son voisin, qui, au grand désespoir du premier, n'embrasse pas sa cause et son désir de vengeance. L'opposition avec le personnage secondaire est particulièrement mise en relief dans le récit par la présentation qu'en fait le narrateur. Il nous dit d'un ton neutre « C'était un calme, l'anglais, un qui ne s'énerve pas. » Alors que la voix du père sauvage fait entendre un vierge calice. Le père sauvage est ainsi dépeint comme quelqu'un qui sort de ses gonds, représenté tel un homme trouble, sujet à ses passions et au débordement. Le langage, par conséquent, du père sauvage est ainsi teinté de ses fureurs, se traduisent par une langue grossière et viscérale. Le langage familier, selon Bakhtin, manifeste le corps grotesque, c'est-à-dire s'extériorisant, faisant l'étalage des pulsions émotionnelles, brisant la hiérarchie et les convenances associées à celles-ci. Les blasphèmes du père sauvage, par conséquent, dégagent dans cette langue littéraire empreinte de Jonquière-Roy les trop-pleins de ce personnage que la situation amène à être hors de lui. Bakhtin affirme que sur le plan grammatical et sémantique, les grossièretés sont habituellement isolées dans le contexte du langage et interprétées comme des formules fixes dans le genre des proverbes. Les tabernacles de Cite-sans-Gêne de Calice est ainsi la formule dont se sert le personnage du père sauvage dans sa rage pour désigner les piétons qui, dit-il, lui marchent sur la tête. L'auteur du conte, par ailleurs, signifiait dans un entretien écrit avec Stéphane Hinkel que la parole est elle aussi un déchet avec lequel il faut composer. Relayant de la sorte la pensée bakhtinienne du grotesque selon laquelle, je cite, « La langue est franche et sans contrainte, abolissant toute distance entre les individus en communication, libérés des règles courantes de l'étiquette et de la décence. » D'autre part, le conte d'Hervé Bouchard fait aussi place de manière sous-jacente à un conflit entre un passé et une modernité. Nous voyons dans la figure du personnage du père sauvage le représentant de la modernité qui s'oppose aux traditions locales et bien établies. Le texte, à cet égard, nous fournit certains indices corroborant cette lecture, notamment le fait que le personnage travaille à l'usine, mais aussi encore davantage par celui de la construction de sa maison neuve, jouant de plus le rôle de l'élément perturbateur dans la structure interne du conte. Le texte spécifie d'ailleurs dès ses débuts qu'il avait remblayé et aplani et avait fait construire sa maison, une belle maison, comme il y en a d'autres, neuve, effaçant d'un même coup les traces d'une tradition collective bien ancrée, symbolisée dans le récit par le sentier qui partait de la rue et longeait la propriété de l'Anglais, puis coupait en travers du bois. Les travaux d'aménagement de la propriété du père sauvage perturbent ainsi la collectivité autant qu'avait pu le faire la modernité, rasant tout sur son passage. Le narrateur met une incidence particulière sur l'importance pour la population locale de ce sentier que l'on peut percevoir entre autres dans l'emploi répété à 9 reprises du pronom indéfini « on ». On avait pris l'habitude, on pouvait ensuite poursuivre sa marche, on traversait le bois, on franchissait un champ, on sautait le fossé, on escaladait enfin le flanc de la route, on empruntait le sentier à pied, on avait de ce coin de terre une connaissance qu'on entretenait. De plus, l'accent est aussi mis sur les habitudes dont on nous dit qu'elles étaient prises depuis un bout. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles étaient prises depuis un bout, les habitudes des passants, oui.
Oh, mais en vérité, elles étaient vieilles, renchiront certains, car la lignée des passants pouvait remonter jusqu'au nom qu'on donna au bois du mi-chemin, pas loin au sud, par l'arrière par là. Les adversaires du personnage principal, ceux qui engendrent les péripéties dans le conte de Bouchard, sont à notre avis de deux natures. D'un côté, le passé et les traditions attachées à celui-ci, de l'autre, le contemporain qui réinvestit la tradition dans un mouvement de rénovation et de réinvention que symbolisent les passants, sachant s'adapter aux modifications du sentier engendrées par les travaux et les intentions du père sauvage. Nous croyons par ailleurs que ce que fait Bouchard dans ce conte est bel et bien contemporain dans la mesure où il réinvente la tradition en faisant un conte grotesque. En témoigne donc la présentation supplément au petit répertoire Jean-Pierrois de l'histoire du derrière, mais de manière contemporaine, c'est-à-dire en y mêlant une réalité trash très tchensaïenne, comme en témoignent les expressions telles un vrai carnage de la mort, ou encore la bête morte pendait au bout de son entrée comme un boulet de démolition. Le conte reflèterait les peurs d'une époque prenant racine dans l'inconscient des peuples. Cette peur dans le conte, le peur sauvage, serait celle que manifeste le personnage principal, celle de se faire marcher sur la tête. Le conte ne relaye pourtant pas l'idée d'un terroir idéalisé et opposé à une modernité, sans non plus qu'on puisse y lire un antiterroir déplorant la vie de la région. Nous nous trouvons dans cet entre-deux qui tente de signifier une réalité régionale modernisée, avec des acteurs vivant en région mais occupant et partageant des réalités à la fois communes et complexes. En conclusion, nous croyons que le conte d'Hervé Bouchard, tout en offrant une réflexion entre tradition et modernité, se positionne du côté de la tradition, en nous faisant voir un personnage tel le père sauvage, joyeux épouvantail, représentant une modernité qui échoue à changer, voire même à perturber les traditions. Cependant, cette critique de la modernité est nuancée par le narrateur du conte qui, malgré qu'il contribue à nous dépeindre le père sauvage tel ce joyeux épouvantail grotesque, débute le conte en nous disant « Mon père sauvage est propriétaire d'un beau grand terrain. Je dis mon père, ce n'est pas le mien pour vrai, mais je l'aurais bien voulu pour père. » Nous pouvons voir dans ce désir de filiation entre le narrateur et le personnage principal, ridiculisé dans le conte par le premier, une représentation du grotesque avec tout ce que cette notion comprend de renversement de l'ordre attendu. On y entendrait ainsi, bien que je l'aurais voulu pour père et donc être fils de la modernité, je ne peux m'empêcher de me ranger du côté de la tradition et de la communauté, comme nous le suggère la suite de la phrase du narrateur dans l'épître. Vu que le mien est mort, il y a de cela longtemps, j'étais alors en route dans le bois de ma mère, pas loin par là, derrière les maisons. La fin de cette phrase introductive au conte mentionne en effet deux éléments intrinsèquement associés au territoire et par extension à la région dépeinte dans le conte. Tous deux analogues du folklore, soit le bois de sa mère, métaphore du ventre de la mère, et donc de l'attachement au territoire en tant que racine matricielle, et derrière les maisons, qui peuvent représenter par analogie les gens qui vivent dans ce territoire et donc par extension la communauté. Ainsi, le narrateur, dans ce paradoxe de vouloir être à la fois fils adoptif de la modernité tout en étant fondamentalement lié au folklore, résume peut-être de manière romanesque ce que serait le néo-terroir, c'est-à-dire une forme littéraire nouvelle et contemporaine, avec un ancrage indissociable à la culture populaire et à l'imaginaire collectif. Pour conclure, j'aimerais terminer par la lecture d'un court conte que l'on retrouve dans le recueil Les contes traditionnels du Saguenay de Conrad Laforte, aussi titré Contes catalogiques de tradition orale, qui rassemble des contes oraux véhiculés depuis le début de l'occupation de ce territoire. Ceci nous permettra de voir la permanence de la présence d'un réalisme grotesque. Donc, les couvertures pliées. Une fois, c'était encore un vieux puis une vieille comme ça. Ils étaient bien pauvres. Puis ils avaient passé encore un passant, puis ils voulaient se faire loger. Ils ont dit « On vous logerait bien, mais on n'a pas de place pour monsieur. » Bien, il dit « Je coucherai à terre. » Se sont décidés de le garder. Le pauvre demande « Vous auriez pas une couverture pour m'abrier? »
La femme était partie pour aller se coucher. Ah ah! Elle lui lâcha un pet, puis elle dit « Vous vous abriterez avec ça, monsieur. » L'homme dans la nuit lui a pris une envie. Il a fait sa job dans le coin. Le matin, quand il a parti, il dit « Madame, j'ai plié vos couvertes, puis je les ai mises dans le coin. »